Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, nous allons rencontrer Renaud Sauvé, un passionné de céramique. Donc, sans plus tarder, suivez-moi. Nous allons aller le rencontrer. Bonjour Renaud. Bonjour. C'est très gentil que tu nous accueilles dans ton atelier. Ça me fait plaisir. C'est très joli, puis inspirant, puis chaleureux. C'est mon premier atelier ici. Ah oui, OK. Ouais. Okay. J'ai travaillé pour d'autres potiers, des céramistes, tout ça. J'ai fait différentes choses, mais là, c'est la première fois que je me suis installé puis décidé de faire de la production. Puis tu as ta propre atelier. Ouais. C'est vraiment joli. Puis, tu te définis comment, toi? Parce que moi, je connais rien là-dedans. Là. Donc, potier, céramiste, Ouais. je sais pas. Artisan. Moi, ça dépend dans quel contexte, mais c'est le terme général qui englobe tout, c'est céramiste parce que je travaille avec de l'argile. Puis parce que je travaille beaucoup autour, je me définis plus comme un potier. Ça veut dire que je suis un céramiste potier. Je peux être quand je fais de la sculpture avec de l'argile, la même argile que j'utilise autour, on va m'appeler peut-être plus un céramiste. OK. Mais sinon, ça revient au même, là. Et puis quand on voit là, des pots de couleur terracotta, est-ce que c'est de la poterie? Comment qu'on appelle ça? Ouais. De la poterie, c'est quand c'est des pots, puis habituellement, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est quand c'est fait autour. Mais ça peut être moulé aussi. Là. Il y a des. Pour expliquer en général, dans les argiles, un potier ou un céramiste peut travailler avec 3 types d'argile. Tu as la faïence, le grès et la porcelaine. Ces 3 argiles-là, c'est comme 3 argiles de la même famille. Et ils ont des propriétés différentes, des qualités puis des défauts. Chacun a leurs qualités et leurs défauts. Donc moi, je travaille beaucoup avec la porcelaine. La porcelaine sous une glaçure transparente, elle est blanche. La terracotta, les pots de terracotta de jardin, c'est une argile grossière qu'on retrouve, qu'on peut acheter chez un fournisseur là, où les artisans achètent les matériaux pour faire de la poterie. Mais on peut en trouver si on creuse dans le sol. C'est une argile grossière. Là. Ceux qui se font aussi des masques d'argile qu'on retrouve là, ici même là, à 500 pieds de mon atelier, il y a une rivière, puis on trouve de l'argile. Avec cette argile-là, un peu comme les Amérindiens à l'époque, la céramique ou la poterie que les Amérindiens faisaient, c'est avec cette argile-là. Puis c'est on peut appeler ça terracotta. OK, ouais. Parce que ça vient, en cuisant, ça vient rouge, c'est ça? Oui, c'est riche en oxyde de fer, puis différents minéraux. Là. Puis toi, tu travailles pas avec ça. Toi, c'est plus quand tu décides de travailler avec de la porcelaine, sa grande qualité, il y en a 3. Elle est blanche, elle est translucide, puis quand tu la frappes avec un doigt, elle résonne un peu comme un verre en verre. Là. Celle-là, un peu moins, mais... Oh, wow, OK. Fait qu'un pot en terracotta fera jamais ça. OK. Puis un pot en grès, un petit peu plus, mais pas beaucoup non plus. Fait que c'est finalement, c'est la porcelaine. Donc, la question, c'était si moi, le fait que je travaille la porcelaine, je pourrais pas, dans le même atelier, je pourrais pas travailler avec le terracotta parce que ça contaminerait l'argile, la porcelaine. Ah oui, OK. Ouais. Tu cherches à pas contaminer ton... Exact. L'oxyde de fer, là, juste une petite... j'ai un pot, là, avec de l'oxyde de fer, là. Si je l'ouvre puis j'éternue, supposons, là. Oui. C'est un cauchemar. Tu veux pas ça. Ah ouais? Dans un atelier de porcelaine, non. Ah ouais, mais pourquoi? Ça ferait des picots noirs. OK, sur ta porcelaine. Ouais. Puis tu veux pas ça. Tu veux qu'elle soit blanche. Fait que... Par contre,
Ben là, ça, supposons, c'en est une pièce en porcelaine. On voit l'argile, elle est blanche ici, mais j'utilise une couverture, une glaçure qui est opaque. OK. Donc là, C'est appliqué comment, au pinceau? non, c'est appliqué par trempage. OK. C'est un seau. Je fais un seau avec, c'est un petit peu comme une recette là, de soupe. Là. Fait qu'il y a 6 ou 7 différents ingrédients dans cette glaçure-là ici. OK, que toi, t'as ajouté à que ton j'ai goût. créé même. C'est fait à base d'argile de la rivière ici. Puis Ah, il y a du zinc, il y a du talc, il y a... Oui, mais il doit avoir l'affaire que tu dis que tu voulais pas qu'il arrive, là. Ben c'est ça. C'est parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Là, j'ai dit quelque chose que le potier qui travaille avec de la porcelaine veut pas de contaminants dans son atelier. Puis là, t'en mets. Ouais, mais c'est une autre étape. C'est pas l'étape du tournage. OK. C'est à l'étape de l'émaillage. OK. Ça, l'émaillage, mais la pièce est biscuitée. Il y en a derrière moi en haut, là. Ça, c'est une pièce biscuitée. Ça, c'est la première cuisson. OK. À cette étape-là, je vais prendre la pièce, puis je vais l'émailler dans un seau. OK. Puis après, je refais cuire à maturité, qu'on appelle. C'est la cuisson. Moi, je cuis à 1300 degrés Celsius, mes pièces, la porcelaine. C'est quoi le déclic qui a fait que tu as décidé de faire ça? Tu sais, Ouais. t'as-tu un mentor? C'est quoi le déclic qui t'a amené à faire Moi, en fait, c'est un peu comme Obélix dans Astérix. Là, je suis tombé dedans. En fait, mon père, il y a une compagnie au Québec qui fournit les artisans céramistes en matériaux. OK. Ça s'appelle Cial. Il y en a juste une compagnie. Ah oui, c'est à Laval. OK. Puis quand je suis né, jusqu'à l'âge de 9 ans, mon père travaillait pour cette compagnie-là. Fait OK. que à l'âge de 22 ans, c'est ça, 22 ans, je pense, j'avais quand je suis rentré à l'école en céramique. J'ai retrouvé des gens que j'avais connus ou qui m'avaient connu quand j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 OK. ans. Fait que là où en ce moment j'achète mes matériaux, c'est l'endroit où j'allais quand j'avais de 0 à 9 ans, là, visiter mon père quand il travaillait. Là. Ah ouais. Fait que j'ai grandi là-dedans. Tu as grandi dans le domaine de la céramique. Ouais, puis des artisans, puis les salons des métiers d'art. Mon père mon père lui-même n'était pas artisan, mais il travaillait pour les artisans, disons. OK. Fait que, puis à l'âge de 9 ans, mon père a décidé de tout sacrer là. Ah ouais? Puis on est parti toute la famille. J'ai 2 sœurs, on est 3 enfants avec ma mère. Puis on est parti en Afrique, Oh wow! au Congo. OK. Mon père a été, il est comptable, administrateur. Puis avec un projet avec des ingénieurs là, du gouvernement canadien, une agence qui s'appelle l'ACDI. Ils sont partis, on est parti au Congo, puis on est resté environ 4 ans là, en Afrique. Puis là-bas, il y en avait-tu de la céramique en Afrique? Oui, mais très différent. Oui, mais t'étais-tu porté à... Oui, j'aimais beaucoup le travail des artisans. Il y avait de la sculpture, de la peinture, le tissage. J'ai toujours vu ça là, autour de moi. Tu baignais là-dedans. Oui, fait que là, puis là, d'être là en Afrique, j'étais au début là, quand j'avais 9-10 ans, là, mais pas trop, là, j'étais pas autonome, disons, mais les dernières années, à 12, 13 puis 14 ans, je me faisais des amis, puis j'allais me promener, puis je visitais des ateliers, puis j'ai tout le temps été intéressé par ça. Là. Puis après l'Afrique, tu es revenu au Québec? Oui. Puis là, c'est au Cégep, à Bois-de-Boulogne. Je me suis inscrit à un cours d'art plastique, puis il y avait pour une session, puis il y avait le prof donnait une initiation au tournage. Ça, c'est la première fois vraiment. Je m'étais déjà assis à un tour puis essayé quand j'étais jeune, là, mais vraiment avec une formation puis un prof, c'était au Cégep à Bois-de-Boulogne. Puis là, après ça, j'ai fini mon Cégep à Montréal, puis je suis allé en philosophie à l'université. Fait que j'ai fait un bac en philo. Puis, c'est quand? Non, avant ça, ça vient mêlant, j'ai fait bien des affaires. Avant ça, j'ai fait ma formation en céramique. Ah, OK. Ouais. Puis, ça, c'est à Bon Secours, Centre de céramique Bon Secours à Montréal, dans le Vieux-Montréal.
Puis là, j'ai travaillé un peu, mais je me suis promené pas mal. J'ai voyagé, j'ai fait différentes affaires, j'ai appris la peinture, j'ai appris les techniques de la fresque en Italie. Je suis allé dans une école en Italie. Ah, ouais, Puis là, beaucoup de... j'ai travaillé 4 ans pour le Cirque du Soleil comme technicien. Puis c'est en quittant le Cirque du Soleil en 2009 ou 2010, je pense, je suis arrivé ici. Puis j'ai installé mon atelier. OK. Puis depuis ce temps-là, tu crées. Depuis 2009, hein? C'était Mais création. je savais, quand je suis rentré au Cirque du Soleil, puis j'ai commencé à voyager comme accessoiriste, là, j'étais technicien accessoiriste. On travaillait le soir pour des shows. Mais s'il n'y avait pas de problème avec les accessoires, tout ça, j'avais mes journées de libre. Puis là, on a commencé en Europe. Moi, j'ai fait 1 an et demi en Amérique du Sud, au Brésil, Argentine, Chili. Puis après, on est parti en Corée. Puis là, en Corée, là, j'ai trippé pour les musées. Fait que j'avais mes journées de libre. Puis, fait que là, j'ai visité les musées. J'ai des carnets de dessins. Là, je savais, pendant ces 4 ans-là où j'ai voyagé, je savais que j'aurais mon atelier de poterie. Là, c'était clair. Ma décision était prise. Puis, mais je pouvais pas en faire. Je touchais pas à l'argile. Puis là, en voyage comme ça, mais sous la tente d'un chapiteau au cirque, là, c'était pas vraiment possible. Fait que, mais je visitais les musées. Puis j'imaginais toutes les pièces qu'un jour je ferais. Tu visualisais déjà tout ça. Ouais. Fait qu'en gros, c'est ça mon parcours. Ton parcours. Puis ton mentor. Ouais, j'en ai eu plusieurs. En fait, je suis chanceux, j'en ai eu vraiment 2. Un en céramique qui s'appelle Marcel Bocage. Il m'a vraiment appris plein de choses. Je l'ai connu à l'école à Bon Secours, mais il vit maintenant encore, puis il travaille à Sainte-Catherine-de-Hatley, à côté de North-Hatley. Puis lui, son prof, c'était Gaétan Baudin. C'est un grand céramiste québécois. Là. Il est dans les musées, puis il est connu dans le milieu. C'est le fondateur de Cial, pour qui mon père travaillait. OK, ouais. Fait que là, c'est comme... une roue, là. La boucle. Ça a bouclé. Ouais. Puis là, toi, tes créations que tu as, là, c'est toutes des créations que toi, tu fais, puis t'en as-tu beaucoup de pièces de faits, là, des choses comme ça? Moi, je voudrais que tu me parles de tes créations. Oui, il y a plein de choses possibles. Tu peux décider de faire des services de vaisselle, des lignes. Tu choisis quelques formes, quelques pièces, puis là, tu élabores, puis tu fais des services. Puis là, les gens, avec les années, tu complexifies, puis tu rajoutes des pièces à chaque fois. Il y a beaucoup de potiers qui font ça. Puis, mais moi, c'est pas l'option que j'ai choisie. Moi, c'est plutôt pièce unique. Puis j'ai tendance à les travailler beaucoup. Fait que, supposons, là, comme j'ai une pièce qui est là, c'est la première fois que je fais ça. Puis, peut-être que je vais en faire d'autres, mais j'en ai pas fait d'autres après. Donc, c'est une pièce unique. C'est tourner autour, tournasser. Le tournassage, c'est après quand on façonne le pied, on fait apparaître le pied. Ça, c'est une deuxième étape. Après, quand l'argile n'est pas cuite encore, elle a séché peut-être 24 heures, 48 heures, on contrôle le séchage, puis là, la pièce devient ce qu'on appelle la consistance du cuir. C'est comme si l'argile est devenue du cuir. Donc, tu peux la manipuler, puis elle déformera pas. Puis là, je prends un bistouri, un petit outil très coupant. Avec un crayon de plomb, je vais dessiner mon motif, c'est pas ça. Puis je vais découper, faire j'appelle ça des fenêtres là. Puis c'est ça. Puis là, je le travaille. Là, je fais sécher ma pièce complètement. Quand je suis satisfait, je la signe en dessous. C'est biscuité. Ça, c'est une première cuisson. Après, quand je la sors du four, après la première cuisson, là, je l'observe. Est-ce que ça a besoin de couleur? Est-ce que je rajoute un autre décor? C'est possible encore. Puis si je décide de pas en rajouter, là, j'en ai pas rajouté, je vais la tremper dans un émail, une glaçure transparente et je la refais. Qui fait la brillance, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est le vernis, là, dessus. En fait, si on regarde attentivement,
sous la pièce, là, même la vaisselle commerciale, là, la plupart du temps, disons. Il n'y a pas d'émail. Fait qu'on voit ça, c'est la porcelaine là, nue. OK. Oui. Parce que si j'en avais mis dans le four, ben la pièce aurait collé sa tablette. Parce qu'il y a une fusion. OK. Donc, c'est ça, j'émaille, puis je recuis à 1300 degrés Celsius. Puis là, après, si c'est réussi, c'est pas toujours réussi. Si j'aime ma pièce, ben moi je vends, entre autres, j'ai une boutique qui est galerie à Toronto, ça s'appelle Milk. Ils vendent le travail de Milk, c'est M-J-O-L-K, ça veut dire du lait, comme du milk là, en anglais, mais en suédois. Ah, OK. Puis c'est une boutique de travail d'artisans scandinaves et japonais, puis quelques artisans ou artistes canadiens. Ah, canadiens. Ouais. Okay. Moi, je suis le seul Québécois dans cette boutique-là. Fait que tu vends-tu juste tes pièces, là? Non. Mais c'est pas mal là que je vends le plus. Puis ça m'a fait... Ils ont travaillé très fort pour me faire connaître. Des fois, du monde en Australie ou dans des pays là, j'aurais jamais pensé un jour vendre là. Puis c'est à cause de cette boutique-là. Puis sinon, j'ai une petite boutique à Brooklyn, près de New York, l'autre bord du pont, à New York, qui vend mon travail. Puis j'ai une boutique à Kamouraska. Ah, OK. Le fil bleu à Kamouraska. Puis eux, c'est super agréable. C'est vraiment beau aller porter mes pièces chez cette boutique-là puis visiter Kamouraska. Puis les pièces là, que tu m'as parlé pour la reproduction de choses apothicaires, de contenants, je sais pas comment t'appelles ça. Je pense je suis pas sûr, mais je pense que c'est en 2015. Je suis pas bon dans les dates, mais je pense que c'est en 2015. Il y a dans plein de villes du Québec, il y a des maisons patrimoniales qui ont été choisies par le ministère de la Culture. Puis il y a la maison Gérardin à Beauport. À Victoriaville, il y en a une aussi, un petit musée. Puis c'était une maison de forgeron. OK. Comme à Beauport aussi, c'est tout petit, là, mais c'est super beau. Donc c'était aussi la maison d'un forgeron. Puis la directrice à l'époque, c'est Anne-Yvonne Jouan. Elle m'a demandé si ça m'intéressait de faire il y a 2 pièces en haut dans la maison. Puis elle m'a demandé d'un côté, dans la première pièce en haut, de faire une reproduction d'une apothicarie ancienne. Fait que là, pendant plusieurs semaines, 1 mois sûrement, j'ai fait des recherches. J'étais pas très connaisseur là, mais c'est magnifique là. Je sais pas si les gens ont une image toutes les pots utilisées. On va les voir tantôt ce que tu as fait. On va montrer ça. Mais aussi il y a beaucoup d'images là, ou dans la peinture de la Renaissance, ou si tu visites des musées ou des châteaux en France, tout ça, tu peux voir des apothicaries. C'est les anciennes pharmacies. Il y a les Augustines à Québec aussi. Je pense le musée qui ils ont une présentation là, comme une ancienne apothicarie. Donc j'ai fait de la recherche, les formes, tout ça, puis j'ai reproduit ça. Et d'un côté, la première pièce, puis la deuxième pièce, c'était plus une création là, sortie de mon imaginaire, des pièces inspirées je sais pas moi, un chaman qui aurait besoin d'une pièce pour guérir un esprit malade, ou je sais pas. J'ai imaginé plein de scénarios possibles, autant en 2500, tu sais, dans le futur, fait que j'ai imaginé plein de choses. Fait que ça a été ta création là, qui a rentré en ligne de compte. Mais comme si à chaque fois, c'était des contenants utilisés pour des médicaments, pour soigner. Puis, c'est ça. Ah ouais. Puis ceux qu'on va voir tantôt, c'est des reproductions ou c'est ceux que tu as imaginé, ça? Il y a des deux.
Okay, mais il y a beaucoup, là, c'est ce qui n'a pas été vendu. En fait, finalement, c'était énorme. Là. Je devais avoir à peu près 250 pièces. Ouais. Puis, mais une grosse partie a été vendue. Fait que c'est une mini apothicarie qui reste. OK. Mais ça, c'en est une. La pièce qui est en haut, là, je peux aller la chercher. La noire, non, la blanche. Ah, la blanche, OK, oui. C'est une pièce pour conserver le placenta. Mais ça existe dans certaines cultures en Afrique ou chez les Papous, en Nouvelle-Guinée. Ils vont, je pense que les Amérindiens le faisaient, mais ils l'enterraient. Ils pouvaient enterrer le placenta après l'accouchement, puis planter un arbre. Ou, il y avait une cérémonie, en tout cas. Puis c'était pas jeté dans les poubelles. Ou, donc ça, c'était dans la deuxième salle. C'est poussiéreux. Puis ça, en fait, c'est des jumeaux. Parce que je suis jumeau. Ah, ouais! J'ai décidé de faire c'est très personnel. Hein. Qui a fait la peinture dessus? C'est moi. Ah, ouais! Ça veut dire... Ça, c'est la technique. Là. Il y a deux techniques. Là, supposons la ligne bleue foncée autour, là, le profil, les quelques lignes là, comme ça dans le dessin. Ça, c'est gravé à l'aiguille. C'est une technique coréenne. Puis donc, quand je peux expliquer, mais c'est peut-être difficile à visualiser, là, mais ou imaginer quand on le fait pas. C'est gravé, un peu comme quand on tatoue la peau. Donc, mais c'est pas des petits points, c'est vraiment une gravure. On remplit de bleu, supposons, puis après, avec une lame, j'enlève l'excédent, puis la ligne apparaît. Puis après, toutes les différentes tonalités de bleu, c'est au pinceau, c'est rajouté là, après. Fait que ça, c'en était. Donc, en principe, le placenta de toi et de ton jumeau aurait été là-dedans si... mais c'était trop tard. Oui. Tu t'imaginais des choses. Hein? Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est beau. Fait que ça, c'est un exemple de pièce que j'avais fait pour la deuxième pièce. Là. J'avais fait une série d'assiettes avec des constellations, différentes constellations d'étoiles. Puis tes outils. Moi, ce grand tableau-là m'impressionne. Oui, mais ça, c'est un petit peu raté, mais c'est là depuis plusieurs semaines. C'est de la feuille d'or. Ouais, en fait, c'est parce que souvent, quand tu exposes, supposons à Milk ou même peut-être ici, mais là, ici, il y a tellement de fenêtres où il n'y a pas beaucoup de murs. Là. Mais souvent, les murs sont blancs. Ou dans les boutiques, tout ça, puis tu exposes une pièce devant un mur blanc, mais la porcelaine est blanche, fait que ça ressort pas. Fait que ça fait quelques années, j'ai commencé à faire des fonds, en fait. C'est des tableaux, là, il y a un encadrement, tout ça. Là, il y a ça, c'est un tape pour protéger l'encadrement, mais c'est de la feuille d'or. J'ai appris la technique. Mais là, il reste là, le polissage, là, puis je suis pas satisfait. Fait que... Puis là, ça veut dire que tu vas exposer. Ça, c'est exposé. Puis devant la toile, s'il y a un meuble ou s'il y a quelque chose, il peut y avoir des pièces. Puis ça fait... J'utilise aussi... Mais là, j'ai pas d'exemple à montrer, mais on pourrait montrer des photos de ça. Je pourrais vous en donner. Mais avec des nids de guêpes que je ramasse dans la forêt. Oui, j'ai remarqué ça. Mais regardez, ce que je fais, je vais défaire, parce que c'est comme un millefeuille en fait. Hein? Ouais. C'est du papier que les guêpes font. Ouais. Puis là, sur un panneau comme ça, exactement comme ça, là, je vais venir, au lieu de mettre de la feuille d'or, je vais venir faire un patchwork. OK. Ça s'appelle marouflé. J'utilise une colle qui s'appelle la mixion. Puis avec un petit rouleau, comme ça, je vais appliquer de la colle sur le panneau. Puis là, je vais venir coller, supposons une première feuille. Là, j'attends quelques minutes. Puis là, je vais venir coller l'autre feuille. Un vrai patchwork. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, je crée des mouvements avec... Puis là, tes pièces... Puis là, je mets le nid de guêpe, le panneau de nid de guêpe sur le mur. Puis, je peux mettre une pièce blanche devant. Toute beauté. Renaud, t'es un...
C'est super, je suis toute émerveillée dans tout ça, moi. Est-ce que on achève parce que le temps passe, là? Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'inspire dans ce que tu fais, là? Ben, en fait, mon atelier pourrait être en plein centre-ville de Montréal, mais c'est pas le cas. Je pourrais être quelqu'un de grande ville. J'apprécie les musées, sortir puis faire des choses, là. Mais là, ça fait 11 ans que je vis pas mal reclus ici. Ben là, les gens savent pas, mais je vis dans le bois, dans la forêt, assez creux. C'est à 2h30 de Montréal, 1h15 de Québec, à un petit village, municipalité qui s'appelle Irlande. Puis donc, il y a une rivière, il y a de la forêt, beaucoup de forêt, puis c'est la nature. Fait que ça m'inspire beaucoup. Puis, en fait, ben là, comme j'ai dit tantôt, là, j'ai visité beaucoup de musées et j'ai pris des notes, j'ai fait des croquis, des dessins, puis j'ai beaucoup de bagages accumulés pour tes projets futurs. Oui, c'est ça, comme source d'inspiration. Okay. Mon travail, c'est comme un dialogue, c'est comme une conversation que j'ai avec l'histoire de la céramique. Ah. Je suis en conversation avec, parce que la porcelaine a été inventée en Chine, il y en a eu beaucoup au Japon, en Corée. Et je peux aller sur le site du musée, le Metropolitan Museum à New York, le site Internet. Ouais. Ou le Smithsonian à Washington. En fait, les Américains sont géniaux pour ça. C'est qu'on a accès à leur database des photos. Juste le Smithsonian, là, je pense en céramique, en poterie, là, c'est 35 000 photos, haute résolution, puis on peut faire ce qu'on veut avec, libre de droit. Ah ouais, fait que tu peux être inspiré. Ouais, fait que je me fais des dossiers, puis c'est comme si je visitais un musée, finalement. Puis là, s'il y en a une qui m'intrigue, je vais creuser, supposons, sur la technique, puis je vais essayer d'imaginer comment... Mais c'est une pièce qui a peut-être été faite en 1500, là, en Chine, je sais pas, c'est très ancien, là, il y en a. Je voulais savoir s'il y a des gens qui sont intéressés à te rencontrer, est-ce qu'ils peuvent t'appeler, est-ce que tu as un site Internet ou quelque chose? J'ai un compte Instagram à mon nom, @RenaudSauvé. Puis est-ce que les gens peuvent venir ici te rendre visite? Oui, c'est mieux d'appeler pour être sûr que je suis là. Ouais. Mais oui, ça fait plaisir de visiter. Visiter ton atelier, hey, c'est tellement inspirant. Je te remercie beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. On se dit peut-être à une prochaine. Oui. À bientôt. Oui.